Mais Sakura, c'est Morgane et... Rosalis. Salut. Aujourd'hui, on fait un vendredi lecture shoujo manga. Allons-y. Alors c'est le premier vendredi lecture qu'on fait, sur ma suggestion. Ça fait longtemps que je dis à Morgane, il faudrait qu'on le fasse quand on a plein de lectures et tout. Mais jusqu'ici, Morgane était plutôt unboxing et haul. Et là, je me dis, c'est plutôt pas mal de montrer ce qu'on a lu. Parce que quand c'est un haul, on a acheté, mais on n'a pas encore lu, donc on ne peut pas en parler. Voilà, donc là, c'est la vendredi lecture, le tout premier qu'on fait en revenant du Japon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de chroniques manga, hein, j'en ferai toujours, il y en a de prévus sur la chaîne prochainement, mais ça nous permet effectivement d'explorer un peu rapidement une gamme de lectures qu'on a bien aimée. Voilà, et puis surtout, qu'est-ce qui est sorti en France pendant notre absence? Qu'est-ce qui est sorti en France pendant Corona, ou plutôt après Corona virus? Donc voilà, c'est parti, on va découvrir. À commencer par shoujo manga, et la semaine prochaine, on va faire shonen, seinen. Voilà, et puis on va faire une boucle comme ça. Et on espère que ça vous plaira. C'est parti, on commence par... On commence par Jardin secret. Donc un titre que j'avais chroniqué de Anmitsu. Et qui est vraiment un titre de pureté. Alors, il y a le tome 3 et le tome 4 en même temps. Ouais, il y a même le tome 5 qui est sorti. What? Ah oui, d'accord. Alors celui-ci, le tome 4, c'est février 2020. Donc c'est en plein... Enfin, en tout cas, l'édition a été imprimée en février 2020. Voilà, et le tome 5 est sorti en juin ou en juillet. Ah ouais, et ça arrive en librairie maintenant, là. Oui. Ok, donc Jardin secret de son titre français, mais de son titre japonais Takane no Ransan, prépublié dans Betsuflé. Voilà, Betsuflé, donc éditeur Kodansha. On aime bien continuer de suivre donc quoi c'est prépublié au Japon, parce que ça permet, comme je le dis tout le temps dans nos vidéos présentation des magazines, et aussi on découpe nos magazines. Ça, c'est typiquement un magazine qu'on a dû découper pour ramener en France, mais après il y a des exemplaires en complet aussi, donc ça permet de connaître la première cible au Japon. Après, rien n'empêche que tout le monde peut lire, mais la première cible, du coup, là, Betsufure, c'est collège-lycée, ou alors c'est high-teen? Betsufure, il me semble que c'est high-teen. Donc c'est lycéenne et au-delà. Voilà, et j'adore ce titre, je trouve que c'est vraiment une description de romance pure. Ça focalise vraiment sur les deux protagonistes, du coup Ran et Akira, et sur le développement progressif de leur relation, qui est une relation pleine de douceur. C'est vraiment sublime comme l'illustrent les couvertures, et c'est vraiment une série qui fait du bien. Ouais, je regardais si par hasard il n'y avait pas des pages couleurs, mais pas sur cet exemplaire-là. Ok, moi j'ai bien aimé le lire aussi. C'est ce qui se lit le plus facilement en fait. Oui. Parce que dans les intrigues, en fait, tout est très doux, tout est très gentil, ça coule tout seul. Tu fais connaissance avec un garçon fleuriste, tu apprends le langage des fleurs, tu apprécies les fleurs, toi-même t'aimes les fleurs. Tu vas à un hanabi, tout se passe super bien, il est super gentil. Bref, c'est une lecture que Morgane a appréciée tout particulièrement, surtout après avoir lu un autre titre qu'on va vous montrer, que je lui conseillais. Donc ça, c'est 100% approuvé, Morgane. Totalement approuvé. Voilà, moi j'aime bien aussi, ça se lit bien. Moi c'est gentil. Directement, je pense que c'est quasiment la meilleure lecture de ce qu'on présente aujourd'hui pour moi. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis en haut de la pile. Je me suis dit que c'est ce qui avait le plus d'approbation à la fois de ma part et de ta part. Ça me fait plaisir parce que je chronique souvent des séries à partir du tome 1. On ne sait jamais trop ce qu'elles vont devenir, la manière dont elles vont tourner. Et là, en fait, au contraire, plus je lis les tomes de Jardin secret, plus je suis enthousiasmé par cette histoire tendre. Donc, c'est vrai, parce que ça fait partie des nouveautés. C'est ce qui est prépublié actuellement au Japon, qui arrive déjà en France. On a de la chance, Claire. Ok, alors on passe à la suite. Donc c'est chez Kana. Pour ce qui est de la France, oui. On passe à la suite. La suite étant... La courtisane d'Edo. Yes. La courtisane d'Edo, dont tu n'as peut-être pas fait de chronique, si? Je crois pas. Je sais plus. Si j'oublie moi-même aussi. Pourtant, si ça j'ai fait des partie d'un de chroniques. mes titres préférés en shoujo. En France, publié chez Pika. Au Japon, qui est prépublié dans le magazine Betsukomi.
D'ailleurs, dans cette couverture que tu appelles chorale, toi, quand tu dis Shonen Jump, on aperçoit ici, on aperçoit le héros, on aperçoit Omiya. Et donc, du coup, Betsukomi, c'est chez Shogakukan, éditeur Shogakukan, prépublication magazine Betsukomi. Donc là, c'est pareil, c'est la même tranche d'âge que pour Jardin secret, du coup, c'est high teen, lycéenne et au-delà. Non, ça permet de savoir en termes de maturité, d'histoire, d'intrigue, quel est le public cible, c'est sympa. Donc la courtisane d'Edo, moi ce que j'aime bien justement, c'est que ça à la fois intrigue, parce que du coup tout ce qui va être corruption dans un monde de samouraïs, de courtiers Henri, de geisha, et aussi beaucoup d'ambiance japonaise. Il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup aussi d'explications par l'auteur de l'époque, du quartier des plaisirs, comment est-ce que ça se comporte. Et pour autant, c'est toujours très pur aussi, comme tu dirais. Hein. Je suis d'accord. Les relations entre les personnages sont très pures. Et effectivement, moi aussi, j'aime beaucoup ce côté historique fortement documenté. On le retrouve par exemple ici, au début d'un chapitre, dans un segment qui est dédié avec des explications culturelles qui arrivent souvent. Oui. Donc c'est pas seulement un shoujo manga qui raconte une histoire d'amour, c'est vraiment une plongée dans une partie historique du Japon et dans des explications à la fois sur les coutumes mais aussi sur la nourriture qui sont vraiment très bien adaptées. On apprend vraiment des choses sur l'histoire et sur la culture japonaise en lisant La courtisane d'Edo, tout en lisant un shoujo manga qui n'est pas qu'une histoire d'amour mais qui est emblématique d'autres types de shoujo manga qui sont par exemple avec un fond historique. Ouais. Et il y a des parties d'intrigue, par exemple, on ne peut pas avoir l'habitude quand on fait que lire des textes français, par exemple, genre à l'époque, tu peux cacher un secret dans la reliure d'un recueil de poèmes. Ah, ouais, c'est vraiment le Japon de l'époque, quoi. Et sinon, donc c'est une série qui vient juste de se terminer au Japon quand on y était. Donc ce premier semestre 2020, on voyait le dernier tome 12 me semble-t-il qui avait ça en édition collector, ouais. Qui était très mise en avant, oui. Parce que c'était la fin d'une grande série, quoi. C'est une série qui a marqué, réussi, traduite aussi bien en France que par exemple aux États-Unis, elle s'est bien exportée. Et si vous voulez vraiment découvrir aussi à quoi ça ressemble un shoujo manga avec un fond historique bien étayé, bien développé et des personnages attachants sur un fond d'intrigue, puisque ça démarre sur une intrigue sur justement cette jeune fille qui se retrouve à aller dans le quartier des plaisirs pour espérer, on va dire, lever le secret sur la mort de son père. Donc, je trouve que c'est vraiment une histoire à recommander. Moi aussi, j'approuve totalement La courtisane d'Edo. Au départ, j'étais pas forcément très enthousiasmé, j'ai mis du temps. Mais en fait, non, c'est vraiment un titre que je prends extrêmement de plaisir à lire. Pourquoi tu as eu du mal à t'y mettre ? Parce que c'était surtout de l'intrigue, t'attendais de la romance ? Parce que c'était l'intrigue et le côté historique m'intéressait moins pour un shoujo manga. Ah bon, bah d'accord. Et très bien. Bah, en tout cas, sinon, donc là, c'est pas encore fini, il reste un tome. Ouais. Et c'est le moment de s'y mettre. Moi, en lisant le tome 10, à un moment donné, je croyais que c'était la fin. Parce qu'il se passe enfin, en termes de romance, un truc. Qui était genre inévitable vu le thème. Le thème, ouais. Mais ouais, ça a mis le temps. C'est en ça que je dis, c'est quand même assez pur. Eh oui, voilà. Donc 12 tomes, au moins, quand vous embarquez dedans, vous savez le nombre de tomes maintenant que contiendra entièrement la série. Donc 12 tomes, c'est raisonnable pour une série. Ce que j'aime bien, c'est hyper bien dessiné. Ouais. Voilà pour ce qui est de celui-là, donc dans le Monthly Betsukomi. De toute manière, les prépublications de shoujo, en général, c'est tout le temps mensuel. Voire bimensuel. Bon, là, c'est dans le mensuel. C'est parti pour la suite. La suite que tu m'avais conseillée, on la voyait partout quand on était au Japon. C'est hyper populaire au Japon. C'est un titre qui monte effectivement dans les librairies, tout le temps mis en avant, et puis qui fait la couverture de son magazine de prépublication. C'est donc Un petit ami trop parfait. Donc,
son titre français publié chez Kana, qui commence à peine, tome 2 et tome 3 qui viennent de sortir. Au Japon, ça s'appelle Mini Amaru Kaishi et ça fait très souvent la couverture du Margaret. C'est bon, Margaret, c'est pas Betsuma. Ouais. Donc c'est Margaret. Et quasiment systématiquement, il y a des pages couleurs. C'est en début du magazine. Voilà, on a pris les pages couleurs. Voilà, ça marche d'enfer. Donc c'est marrant pour moi. C'est un peu comme ce qui en France paraît tout bientôt, vient juste de paraître sous le nom de À tes côtés, qui est Hananoi-kun chez Dessert. C'est-à-dire le pitch de base, c'est un gars, il est trop lourd, enfin il l'aime de manière très lourde, très pesante, en gros hyper fusionnelle. À partir de ça, on va voir le pitch avec une jeune héroïne qui n'y connaît rien. Et là, c'est traité différemment. Tu sais, dans Hananoi-kun, on va vraiment voir comment le couple va changer et s'épanouir. Et là, ici, c'est comment est-ce que ce couple va pouvoir évoluer alors que, par exemple, la fille a des amis et elle a envie qu'on chérisse ses amis. Voilà. Mais du coup, tu vois un peu les travers d'un petit ami qui non seulement aime trop, mais aussi est trop doué. Donc, voilà. Après, c'est quelque chose qui est censé évoluer. Morgan, lui, il aime quand tout est déjà parfait, tout est pur, tout est génial. Mais là, tu vois que le héros, il part d'une base où il a envie de monopoliser la fille, mais il va chercher à changer. Donc c'était aussi quelque chose d'intéressant. Oui, c'est intéressant à lire. C'est très bien dessiné. Il y a beaucoup d'ambiance. Je montrais un tout petit peu à l'occasion du voyage scolaire que font les personnages dans le tome 2, les décors. À Kyoto. On se retrouve vraiment dedans. Et puis l'héroïne est très très bien dessinée. Les personnages sont vraiment très réussi. C'est vrai que le seul point qui m'embête pour l'instant, c'est que je trouve le personnage masculin presque malsain. Donc, mais oui, mais c'est ça, ça commence comme ça. Ouais. On a tous peut-être un fond, pour s'accaparer, c'est possessif ou quelque chose comme ça quand on tombe amoureux. Mais voilà comment on peut évoluer avec une petite amie qui par sa naïveté et par sa gentillesse va l'amener à changer. Et par une bande de copains super sympa aussi. Donc Margaret, c'est donc l'éditeur Shueisha qui du côté shonen, Morgan, publie le Jump. Voilà, donc c'est une énorme locomotive. Ça marche très bien et au Japon il y a beaucoup plus de tomes. Oui. Là en France ça vient de commencer du coup, là tome 2 et tome 3 qui paraissent. Voilà, on lui espère tout le meilleur. Moi je vais suivre ça de très près dans sa version française. C'est un carton au Japon. Voilà, ok. Alors la suite. J'en avais fait une chronique au tout début, là aussi. Ellie, tome 7 et tome 8. Donc sur cette lycéenne qui aime partager ses fantasmes ou les idées qu'elle se fait sur ses relations avec des garçons sur Twitter. Et les choses sont en train de se dénouer dans ce tome 7 et surtout dans le tome 8. On approche de la fin. La série s'est d'ailleurs terminée quand on était au Japon. On en a vécu des fins. Donc, dans son titre français, @Ellie, #je n'ai pas de petit ami, elle finit par avoir un petit ami, publié chez Kana en France. Au Japon, c'est prépublié chez Dessert, qui est le magazine de prépublication qu'on adore. Donc là, c'est pareil, le public cible, c'est high teen, lycéenne et au-delà. D'ailleurs, tiens, je parlais de Hananoi-kun tout à l'heure, c'est la couverture sur Hananoi-kun. Oh, j'arrive pas à faire le focus, moi. Je sais pas... Là, bon bref, de toute façon c'est pas de ça qu'on parle. Donc là c'est l'exemplaire complet de Dessert de août 2020. Mais ici il y a la couverture du magazine qui prépubliait le chapitre final de Ellie. Eh oui, puisque maintenant c'en est fini de Ellie. Est-ce qu'on a un center color? Oui, mais parce qu'il y avait même un CD. Comment ça spoil? Ça spoil rien, c'est juste une image. Attends, je le trouve pas. Living no Matsunaga. C'était juste avant. Juste avant? Ah oui, ça devait être vers le début. Parce que c'était le début. Non mais là c'est Hananoi-kun. Vas-y, donne-le-moi. Je te laisse parler comme ça. Ok, du coup Ellie, c'est un peu dans la même veine que pour Jardin Secret. Morgan aime beaucoup parce que tout se passe bien. Genre, t'as une fille ordinaire qui finit... Regarde, si ça spoil pas.
D'accord, on peut pas montrer la page du dernier chapitre. Donc Koi Wazura Noeli, donc une fille ordinaire qui fantasme sur le plus beau gosse du lycée, qui s'attire aucune emmerde quand elle finit avec, quoi. Enfin, je veux dire, même quand elle le fréquente. Usuellement, dans ce genre de plot, t'as forcément de l'izimé, il y a le fan club du garçon qui va chercher des ennuis à la fille. Mais bon, voilà, ça c'est un titre qui fait très Morgane, c'est-à-dire tout se passe très bien, tout est très doux, tout est très gentil. Enfin, de toute façon, c'est un peu la marque de fabrique de dessert, quoi. C'est-à-dire des romances où tout se passe bien, tu découvres l'amour dans un contexte vraiment bienveillant, c'est cool. Ouais, je trouvais que dans le tome 8, il y avait un élément assez original, c'est le traitement de la relation entre justement son petit ami et son père, Aélie. Je trouve que c'est intéressant de positionner ça. Est-ce que, Mais tu vois, même ça, c'était mignon, c'est pas un oui, truc qui se passe mal. Non, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, effectivement, on voit que ça s'adresse du coup à un public un peu plus âgé que dans certains autres titres. C'est pas pour petites filles. Non, quoi. c'est pas pour petites filles, vu certaines des lycéenne. interrogations de l'héroïne. Voilà. Ouais, je trouve que c'est vraiment, ça se lit très facilement. C'est vraiment agréable. L'héroïne est attachante. C'est super bien dessiné, hein, comme souvent chez les mangas qui sont prépubliés chez Dessert. Ouais. J'avais une petite anecdote, c'est que le pitch de départ, une fille qui fantasme et qui met tout sur Twitter, j'ai vu exactement le même plot, mais prépublié dans un magazine de shonen manga. Le traitement est complètement différent. Là, c'est très doux, c'est très gentil. D'ailleurs, la fille, elle a pas tellement de forme. Enfin, on s'en fiche, quoi. C'est surtout la romance en pensée. Oui, ça joue sur l'identification. Alors que l'autre, c'est... je dirais pas plus, mais bon, bref. Ça pour dire, c'est très à la mode, ce thème. C'est vrai. Fantasme sur Twitter. Oui. Voilà, c'est très moderne. Hein. Donc voilà pour ce titre sur prépublié chez Dessert. On a un autre titre prépublié chez Dessert. C'est donc la fin de Au-delà de l'apparence, une série que j'avais vraiment adorée, qui se situe dans le milieu artistique, qui montre une héroïne s'affirmer progressivement dans son propre parcours, à travers toute une galerie de personnages qu'elle croise, et aussi d'expériences qu'elle fait en lien avec la création artistique. C'est, là, du coup, on atteint le dernier tome. C'est toujours aussi splendide en termes de dessin. J'avais adoré cette œuvre de Fumi Akuta, donc, qui se termine en 9 tomes. Ouais, et d'ailleurs ça s'est terminé peut-être au début de notre séjour au Japon. Ah non, c'était fini avant. Non, bien ça s'est avant. fini en 2019. Ouais, parce que là, il y est pas du tout. Non, oui. Donc de son nom français Au-delà de l'apparence, publié chez Kana, au Japon, publié chez l'éditeur Kodansha. Oui, c'est ça, c'est Kodansha, et prépublié chez Dessert, sur le titre Sekirara ni Kiss. Donc ça s'est terminé il y a un petit moment, et ça se termine, enfin... Bah moi, en fait, j'ai adoré le début, parce que c'était vraiment sur dépasser sa coquille, sa façade, et s'épanouir dans la création artistique. Et puis après, on est parti tellement sur des méandres... Mais oui, on le sent d'ailleurs quand les mangaka abordent la manière dont elle traite ces différents arcs. On va commencer la dernière partie et tout. Je suis assez d'accord avec toi. Les 4-5 premiers tomes m'ont vraiment beaucoup plu. La fin était un peu moins nette, comme si elle n'avait pas une idée claire de la manière dont elle clôturerait son histoire quand elle l'a démarrée. Et du coup, ça se ressent sur la conclusion. Mais bon, après... ouais. C'est normal. Moi, je trouve que c'est une œuvre qui aurait pu s'arrêter avant. Oui, je pense aussi. Elle a cherché à l'étendre jusqu'à un point... Bah, c'est pas mal fait, hein, quand même. Non, c'est pas mal fait, mais il y avait de la réintroduction de nouveaux personnages qui n'étaient pas forcément nécessaires pour faire rebondir. Toujours difficile, hein, dans le sens shoujo manga, de bien établir à quel moment conclure. Est-ce qu'on repart sur une partie, sur un arc ou pas? Et c'est là où on distingue, par exemple, la courtisane d'Edo. J'ai l'impression que ça a été très bien construit dès le début, les 12 tomes. Il n'y a pas de rajout. On passe à travers différents arcs qui sont nécessaires pour atteindre ce qui semble être la conclusion, qu'on voit se dessiner très proprement au fil des tomes. Alors que parce là, que c'est une intrigue. Tandis que là, tu racontes ton épanouissement personnel. Donc au bout d'un moment,
elle était quasiment sur le bon chemin, déjà épanouie. Comment tu fais? T'es obligé de rétrograder un peu tes personnages. Ouais, c'est ça. Et du coup, disons, moi, je dirais les premiers tomes, c'est véritable chef-d'œuvre. Après, l'allongement et la fin, bon, bah... Ouais. Ça reste une très bonne œuvre dans sa globalité. Jusque en lisant le tome 9, j'étais un petit peu... Ouais. Très bien. On passe à la suite. Alors, on continue dans des shoujo mangas. Ça, c'est mon petit chouchou. Qui sont différents, qui ne traitent pas que des histoires d'amour entre lycéennes, comme c'est l'image qu'on a parfois, avec un titre que tu m'as fait découvrir, parce que c'est toi qui l'as identifié au départ, et que j'apprécie beaucoup. Parce que moi aussi, j'ai cette image du shoujo manga, de la romance lycéenne, ce qui est un peu idiot, puisque un des premiers shoujo mangas qu'on avait eu en France et que j'avais beaucoup apprécié, c'était Fujigi Yugi de Yu Watase, qui était typiquement dans un univers de fantastique. Et là, on est dans l'univers fantastique. Donc, La princesse et la bête. C'est pas à cause du titre que tu t'es dit ça doit être du cliché comme aussi, je me suis un peu dit ça. Alors que ça n'a rien à voir. Non, un peu la faute au titre, effectivement. Bon, alors, du coup, La princesse et la bête, publié en France chez Pika Édition, au Japon prépublié dans Hanato Yume. Hanato Yume qui prépubliait Fruits Basket, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, donc on sent un peu l'ambiance, c'est-à-dire ça va être très gentil, il va y avoir des aventures en tant que jeune fille, un peu plus petite que la tranche d'âge de dessert, me semble, Hanato Yume, plutôt collège-lycée, quoi. Et voilà, c'est très très doux. Et depuis longtemps, en fait, depuis le début, je disais à Morgane, mais tu vas aimer, c'est hyper gentil, c'est aussi doux que Jardin secret, par exemple. Ouais, mais c'est vrai que du coup, t'as des bêtes, t'as des monstres. Mais les monstres sont mignons, ils sont même pas effrayants. Et t'as aussi une trame fantastique qui se dessine à travers les relations entre les différents pays, puisque on a la princesse et la bête, mais la bête est un roi. Et on évolue dans un univers effectivement où on a, entre guillemets, comme tu le dis, enfin c'est pas entre guillemets, des bêtes diverses et variées. Et finalement, ça se décrit très bien. Et les enjeux qui se posent pour un monarque sont bien identifiés. Et la jeune fille héroïne humaine qui est au cœur de l'intrigue, du coup se retrouve ici à essayer de trouver sa place. Je cherchais s'il était dans ce tome, mais c'est pas tout le temps dans chaque tome. Mais bon, voilà, donc Hanato Yume. Moi, ce que j'aime bien, justement, c'est au début, tu pars d'une intrigue qui est un peu classique, tu vois, une jeune fille sacrifiée à un roi. Au début, ça peut faire penser, par exemple, à The Ancient Magus Bride, parce que c'est un peu ça, quoi. The Ancient Magus Bride, c'est un genre de monstre qui achète une fille esclave, bon, voilà, un peu. Et puis, se découvre à la fille un sens à sa vie, et encore plus, maintenant, à devenir vraiment quelqu'un qui peut aider les autres, qui peut être une bonne souveraine, et tout. Donc, c'est vraiment bien. Donc, en plus d'une petite romance, tu as une dimension aventure, découverte d'autres personnes et pouvoir aider les autres personnes. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. D'une traite, enfin je veux dire, tout du long jusqu'au tome 9, là je trouve que c'est vraiment bien. T'as pas justement une sensation de vague, de climax et puis de il faut qu'on descende, il faut qu'on monte. Là c'est tout le temps bien, c'est tout le temps gentil. Puis ce que j'aime toujours à la fin, c'est que tu as une version inverse. Tu as une version où tu as les personnages qui normalement sont monstres, qui deviennent humains, et l'héroïne qui normalement est humaine devient un petit animal trop mignon. C'est hyper chaud. De toute façon, ce qu'il y a dans Hanato Yume, c'est toujours très très mignon. Non, au Japon, il y a plus de 13 tomes. Donc ça se poursuit son cours, édité en France chez Pika. Voilà, petite anecdote, quand j'aime bien montrer la prépublication japonaise, c'est parce qu'on voit bien la cible. En France, c'est différemment fait. Par exemple, chez Pika, c'est classé dans Purple Shine, au même titre que La courtisane d'Edo. Non, c'est Red Light chez Pika. Au même titre que quoi ? Il n'y avait pas un truc... au même titre que... Ah ouais, attends, je spoil ce qui vient derrière. Au même titre que Vampire Dormitory, qui a... franchement rien à voir, mais juste je pense parce qu'il y a de la fantastique. Ouais. Alors c'est pas du tout le même public cible,
dans son pays d'origine au Japon, quoi. Donc voilà. Ben, j'ai spoilé la suite. On passe à la suite alors. Mais oui, parce que chez Pika, ils décrivent bien leur gamme de shoujo, mais c'est un peu difficile de s'y retrouver, je pense, en tant que lecteur. C'est bien qu'ils fassent ça, quoi qu'il arrive. Ça donne des repères aux Mais libraires, Purple aux Shine, lecteurs. c'est quand magie et fantastique sont sur le devant de la scène. Voilà, magie est fantastique, mais il n'y a pas tranche d'âge. Alors qu'au Japon, c'est vraiment catégorisé. Ça te permet de savoir ce que tu vas avoir. Donc, passons à la On passe suite. à Vampire Dormitory, donc une série qui a démarré il n'y a pas si longtemps dans le magazine Nakayoshi. Donc Nakayoshi, c'est pas du tout le même public que Hanato Yume, que la princesse et la lettre. Voilà, Nakayoshi, c'est petite fille, 9-12 ans, c'est primaire et début de collège. Ouais, même Donc, 6-12 ans. Hein. Oui, c'est petite fille, quoi. Donc, en termes d'intrigue, d'interrogation, en termes de croissance, de puberté, c'est pas du tout la même chose. Donc, bien sûr, c'est aussi du fantastique, il y a de la magie, du truc mystérieux, mais par contre, en termes de maturité, c'est différent. Donc, ici, ça s'adresse à plus petite fille. Cela dit, son auteur, c'est Emma Toyama. Emma Toyama, pour moi, son titre très représentatif, c'est Love Mission, qui était aussi prépublié chez Nakayoshi. Nakayoshi, donc pour vous dire, c'est ce qui prépubliait Sailor Moon, mais aussi Cardcaptor Sakura, et aussi qui prépublie actuellement Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Donc voilà, d'une part, t'as de la magie, de l'aventure, des choses très mignonnes, mais aussi des choses un peu plus chaudes. Et donc, Love Mission de Emma Toyama, c'était clairement un titre hyper érotique. Érotique pour petite fille, c'est ça qui est un peu curieux. C'est-à-dire, c'est idéalisé pour une petite fille qui commence à se poser des questions sur qu'est-ce que le sexe, qu'est-ce que se toucher, qu'est-ce que ressentir, voilà. Et donc là, Vampire Dormitory, ça joue aussi beaucoup là-dessus, du fait que on évolue dans un monde où il y a un vampire en tant que fille. Donc ça veut dire, je vais te croquer dans le cou. Ben oui. C'est assez amusant, hein. C'est bien décrit. Les mangas qui marchent ont parfois un pitch qui peut se résumer assez facilement. Et là, pour l'occurrence, pour Vampire Dormitory, on peut le regarder dans le mot de l'auteur de ce premier tome. C'est un manga de vampire avec une fille déguisée en garçon dans un pensionnat pour garçons. Voilà oui, comment Emma Toyama résume son œuvre. Je pense que c'est assez bien dit. C'est exact. Et ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Moi aussi, j'étais surpris. Je l'avais découvert en fait en lisant Nakayoshi l'année dernière. Je trouvais que c'était très joli. Hein. Forcément, Emma Toyama, elle dessine trop bien, comme tu dis. Du coup, on va juste montrer la double page d'ouverture. Mais là, tu as montré une page couleur qui était très jolie aussi. Ouais. Et ouais, ça marche bien parce que son personnage féminin qui se fait passer pour un garçon, ça passe. Quand son personnage féminin prend des allures plus féminines, c'est très très beau, très réussi, et ses héros, protagonistes hommes, sont aussi attachants. Voilà. Donc ça se lit bien. C'est pas du tout le même genre de manga que les titres précédents, mais sur une ambiance fantastique avec cet élément-là de switch entre hommes et filles, donc la fille qui se retrouve à se faire passer pour un garçon, ça se lit vraiment facilement, c'est très beau. C'est marrant. Moi en fait je mets plutôt l'accent sur l'aspect vampire parce que à chaque passage où du coup il mord dans le cou de la fille, c'est toujours avec des postures qui sont très sensuelles et tu t'imagines des petites filles qui commencent à entrer dans la puberté, se faire waouh, trop fantasme, trop génial, il est trop cool, tu vois. Mais tu connais pas ça, toi, en tant que garçon. Non. Tu vas fantasmer plutôt sur tes Young les Jump. Plans de Adachi dans Touch. Donc, voilà. Moi, je lisais pas ça quand j'étais petite. Mais voilà, c'est un style de lecture, ça se lit bien, c'est pas mal, ça marche. Mais il faut savoir que le public cible, c'est petite fille, quoi. Voilà, donc on n'en attend pas beaucoup en termes d'intrigue, moi je dirais. Ouais, je suis d'accord. C'est pas vraiment
Je pense que ça va Le pitch couler. tel que résumé auparavant se situait bien. Et puis l'autrice, elle est assez claire par rapport à ça. Dans sa postface aussi, elle se montre et elle se fait une histoire fantastique. Ça fait longtemps, j'espère que ça ira. Si ça ne marche pas, il suffira de conclure vite et de passer à autre chose. Et puis finalement, elle dit pour le moment, heureusement, il ne semble pas y avoir besoin de conclure. Alors j'espère vous retrouver au tome 2. Cette série compte 4 tomes actuellement au Japon. Elle est en cours de publication. Ouais. Bah, elle est honnête avec Tout à fait. ce qu'elle fait. Ouais. C'est toujours intéressant de savoir éditorialement Ouais, j'aime comment bien, ça mais du se coup, passe. j'ai bien aimé ça. Après, Emma Toyama, elle est hyper prolifique. Oui, elle a quasiment tout le temps 3 séries en cours. Là, c'est le cas actuellement dans différents magazines. Ça, c'est ce qui est original maintenant. Hein. C'est plus exclusif à un magazine. Tu peux prépublier dans plusieurs. Et Pika présente cet auteur comme la reine du shoujo manga en France. Mais je sais pas si c'est vrai, mais peut-être bien qu'elle vend énormément. Enfin, je veux dire que un titre comme Love Mission peut-être se vend énormément. J'en ai aucune idée, à vrai dire. Je me rends pas compte. Au Japon, je pense pas que ce soit la reine pour autant. Et je veux dire, par exemple, Hanano-kun était beaucoup plus mis en avant, ou encore Yobisaki Tonanen. Après, c'est pas la même tranche d'âge. Hein. Ah non, c'est pas la même tranche d'âge, et puis ça dépend si tu regardes sur une œuvre ou sur une période complète. Mais oui, Clamp, c'est quelque chose, mais Clamp, entre guillemets, sur sa fin de carrière, a plus énormément de titres par rapport. Mais j'ai l'impression Emma Toyama, on n'a pas trop vu en librairie au Japon. Non, il n'était pas extrêmement mis en avant. C'est reclus, enfin déjà c'est en tranche, c'est pas au fait ici. Tout à fait. Ouais. Bah, comme quoi, ça dépend le rapport est différent en France et au Japon. Quoi. La manière dont l'éditeur met en avant. Ouais. La manière dont c'est mis en avant, les titres qui ressortent. Parce que La Courtisane d'Edo, par contre, était bien mis en avant au Japon. Ah tiens, j'avais un autre Nakayoshi en vrai. Oui. Un de 2016. Ah oui, donc il n'y avait pas encore ce titre. Tout à fait. Ok, mais il y avait déjà Cardcaptor Sakura. Évidemment. Ok, et maintenant on passe à l'ultime, mon chouchou aussi. Ah ouais, c'est déjà, toi, c'est ça, c'est... Pourquoi tu lis pas, Morgane? Mais je lis. C'est juste que c'est toi qui l'as découvert. Mais j'ai pas encore lu celui-là, j'ai pas encore lu le 19, j'ai pas eu le temps dans la course pour préparer cette vidéo. Donc voilà, c'est School Babysitters, publié en France sous le nom tout simple de Babysitters. On perd la notion de school parce que ce sont des babysitters en club à l'école, au lycée, publié en France chez Glénat. Au Japon, c'est prépublié chez Lala, enfin dans le magazine Lala. Donc on voit par exemple dans cette couverture qu'il y avait une collaboration entre School Babysitters et ce qui en France s'appelle le Pacte des Yokai. Mais moi je trouve que le nom japonais est vraiment meilleur, Natsume Yujincho. Voilà, et donc Lala, l'éditeur japonais, c'est quoi déjà? Lala, c'est Hakusensha. Ah oui, Hakusensha. Comme Hanato Yume par exemple. Voilà, et j'adore, moi, c'est super mignon. Des fois, tu as des chapitres dedans qui font à peine quelques pages, mais c'est toujours des petits gags ou des petits moments qui font très familiaux, très amical aussi, et la bande des petits enfants qui ne grandissent jamais, qui restent éternellement bébés, et ils sont vraiment trop choux dans leurs réactions et tout, et je trouve que c'est vraiment des enfants typiquement japonais. Par exemple, Kotaro, je trouve, j'ai beau dire typiquement japonais, je trouve qu'il ressemble à Morgane dans ses comportements, c'est-à-dire il a tout le temps envie de lire un petit livre et il adore ça et il est super gentil et tout le temps attentionné. T'en as un autre qui est fan de Super Sentai, il veut toujours jouer au héros avec son épée en plastique et tout. Voilà, je trouve que c'est vraiment chou. Ouais. En fait, ce titre, il y a plein de bienveillance dedans, des différents personnages les uns pour les autres. Ça va au-delà de juste l'histoire de s'occuper d'un groupe de bébés, même si c'est le cœur du sujet. Et c'est vraiment un manga feel good, ça fait du bien de le lire. C'est un vrai feel good. Parce que c'est vraiment mignon, c'est du quotidien, vraiment le quotidien japonais. Ça existe aussi pour de vrai, cette activité dans les écoles, dans les universités de garderie. Moi, j'en avais vu une durant mes déplacements à Fukuoka, par exemple. Et du coup, c'est vraiment une belle histoire qui avait été adaptée en animé. L'animé était disponible chez ADN en France. Ah oui, et maintenant, est-ce qu'ils l'ont encore? Je pense que oui. Ok. L'animé était bien, hein. D'ailleurs je crois que c'est par l'animé que j'ai découvert et ensuite j'ai lu en manga. C'est tout à fait ça.
Et le manga va beaucoup plus loin, du coup, il continue d'être prépublié actuellement, ça marche d'en faire, toujours des goodies et tout. Et d'une certaine manière, ça fait un peu tranche de vie aussi, parce que tu suis le quotidien, tu suis les saisons aussi, toujours des petites fêtes. Une anecdote aussi, dans Lala, c'est marrant parce que autant pour Natsume Yuujincho que pour School Babysitters, c'est du shoujo manga à destination de filles, mais le personnage principal est masculin. C'est vrai. Ça arrive. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc voilà, j'aime bien. Voilà. School Babysitter, j'aime bien aussi. Je vais aller lire ce tome-là dès qu'on aura fini la vidéo. Bah, s'il te plaît. Donc, j'aurais pu montrer le hankachi parce que du coup, c'est. En fait, il y avait un goodies qui était offert dans le magazine. Voilà. Mais il est temps de conclure. Alors, on espère que ce premier vendredi lecture sur une idée de Rosalis vous a plu. Bah oui, on continuera si ça vous plaît, on continuera si c'est pas mal. En tout cas, à faire, je trouve c'est cool parce que on peut repartager nos avis, nos lectures. Après, rien ne t'empêche, Morgane, de faire après coup des chroniques. Tout à fait, je vais continuer de faire des chroniques avec tes recherches et tout. Ouais, c'est ça. Donc tous ces titres qui sont vraiment sympas, il y a vraiment de quoi se faire plaisir dans différents 100% recommandé. 100% recommandé, effectivement. Et voilà, là, on parle que des titres qu'on aime. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des envies de séries à découvrir. Hop. Mini Amaru, moi j'aime. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.